Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à notre webinaire sur la nutrition. Thème tout à fait approprié car normalement, au mois de novembre, c'est le mois de la nutrition. Évidemment, lorsqu'on a choisi le thème, on était loin de penser qu'une pandémie occuperait toute la place publique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la beauté d'un webinaire est qu'il permet un rassemblement, mais virtuel. Donc, chacun pour soi, chez soi. Et puis, évidemment, c'est la même chose pour nous, que ce soit pour les conférencières ou moi. La technologie nous permet d'animer puis de présenter ce webinaire à partir de notre demeure respective. Donc, on respecte les consignes du gouvernement. Avant de débuter, j'aimerais tout d'abord remercier Célia et Stéphanie, toutes deux nutritionnistes, diététistes, cliniciennes au CHUM, pour leur précieuse collaboration. Alors, un très, très grand merci, mesdames. Et puis, j'aimerais inviter tous les participants à formuler vos questions, brèves et en lien avec la présentation, en cliquant sur l'icône questions que vous trouverez au bas de votre écran. Et pour ceux qui nous suivent en direct sur Facebook, eh bien, vos questions, vous pouvez les poser directement sur la page. On a une magnifique présentation qui s'en vient. Alors, sans plus tarder, j'aimerais céder la parole à nos conférencières et à vous souhaiter à tous un très, très bon webinaire. Je vous remercie. Alors, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, moi et ma collègue Célia. Bonjour tout le monde. On va vous parler donc de l'alimentation et le cancer de la prostate, plus particulièrement là, des régimes miracles ainsi que des mythes et réalités là, entourant l'alimentation et le cancer. Donc, voici notre plan de présentation. Donc, on va commencer avec une introduction sur le cancer de la prostate. Puis, on va parler des différents types de traitements et leurs effets secondaires. Ensuite, on s'embarque dans le vif du sujet avec les régimes miracles, l'alimentation pendant les traitements et la saine alimentation, ainsi que les mythes alimentaires lorsqu'on a le cancer. Puis, on termine avec des conseils pratico-pratiques pour la saine alimentation et le cancer. Donc, pour commencer, on voulait brièvement définir c'est quoi le cancer de la prostate. Donc, il s'agit d'une prolifération incontrôlée de cellules au niveau de la prostate. Dans les cas avancés, les cellules cancéreuses peuvent se propager ailleurs dans le corps, ce qu'on appelle une métastase. Heureusement, malgré que le cancer de la prostate fait partie des types de cancer qui est le plus souvent diagnostiqué, le taux de survie net sur 5 ans est très élevé par rapport aux autres cancers, soit de 93 %. Pour vous donner un exemple, pour le cancer du poumon, lui, le taux de survie est de seulement 19 %. Également, le décès par cancer de la prostate est de seulement 9 %. Il existe différents facteurs de risque bien étudiés liés au cancer de la prostate qu'on appelle non contrôlables, comme par exemple avoir des antécédents familiaux et avoir plus de 50 ans. Nous, on voulait surtout vous partager ceux qui touchent plus particulièrement l'alimentation et qui sont par définition des facteurs de risque contrôlables parce qu'ils sont liés à des habitudes qu'on peut modifier. On dit par contre que c'est des facteurs de risque possibles parce qu'on n'a pas encore suffisamment de preuves scientifiques pour dire avec certitude que ce sont vraiment des facteurs de risque. Mais les recherches semblent tout de même établir un lien entre le cancer et les facteurs de risque suivants. Donc, être en surpoids augmenterait non seulement le risque de développer le cancer de la prostate, mais augmenterait aussi que le risque que le cancer soit à un stade avancé au moment du diagnostic et que les cellules cancéreuses soient plus agressives. Une alimentation aussi qui serait riche en produits laitiers et calcium pourrait augmenter le risque. On va élaborer davantage sur le sujet au cours de la présentation. Puis, il y aurait des faibles taux sanguins de vitamine E et sélénium qui seraient à risque aussi. Toutefois, il manque de recherche pour conclure qu'un apport élevé en vitamine E ou en sélénium pourrait diminuer le risque du cancer de la prostate, que ce soit par l'alimentation ou par la prise de suppléments. Donc, on va maintenant faire un survol rapide des différents types de traitements pour le cancer de la prostate. À noter que l'information que je vous donne est à titre informatif et que ça ne remplace pas l'avis de votre médecin. Donc, il y a la surveillance active si le cancer est à faible risque de progression, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de traitement pour l'instant et que votre médecin va faire des suivis médicaux rapprochés. Ensuite, on a la chirurgie où on vient enlever bien évidemment la tumeur par une intervention chirurgicale. La radiothérapie, qui est le traitement le plus courant, où on vient irradier localement le cancer de la prostate avec des rayons X. Ensuite, on a la chimiothérapie, qui, contrairement à la radiothérapie, est un traitement systémique. Donc, ça vient vraiment toucher toutes les cellules du corps. Puis enfin, il y a l'hormonothérapie, qui agit sur les hormones de croissance des cellules, donc qui peut aider à ralentir la progression du cancer. Puis les différents traitements que je viens de vous parler peuvent être utilisés seuls ou en combinaison. Donc, les traitements peuvent parfois engendrer des effets secondaires qui vont varier selon le ou les types de traitements que vous pouvez recevoir. Sans rentrer dans les grands détails, on va se concentrer sur les effets secondaires qui sont en lien avec l'alimentation.
Donc, par exemple, pour la radiothérapie, étant donné que c'est plus localisé au niveau de la prostate, bien, on voit souvent moins d'effets secondaires, quoique la prostate est quand même proche du système digestif. Donc, on peut parfois observer des diarrhées. La chimiothérapie, elle, étant donné qu'elle touche vraiment tout le corps, bien, on va souvent observer plus d'effets secondaires. Par exemple, on peut voir des nausées, des vomissements, la constipation, l'altération au niveau du goût, etc. L'hormonothérapie, elle, cause rarement d'effets secondaires immédiatement. Par contre, on peut observer là, une prise de poids puis une perte de masse musculaire là, à long terme. Donc, une prise de masse plus au niveau des gras et un risque plus élevé de développer de l'ostéoporose. Donc, sans plus attendre, on vous donne le punch tout de suite de notre présentation. Donc, il n'y a malheureusement aucun régime, aliment ou supplément quelconque qui a été prouvé efficace pour traiter le cancer. C'est vraiment seulement les traitements dont je viens de vous parler qui peuvent traiter le cancer ou ralentir sa progression. Ceci étant dit, l'alimentation joue quand même un rôle très, très important lorsqu'on a le cancer. Puis on va vous expliquer ce rôle en détail tout au long de la présentation. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler du terme pseudoscience ou désinformation scientifique. Donc, il s'agit d'une information qui est présentée sous des apparences scientifiques, mais en réalité qui ne l'est pas du tout. Donc, avec l'Internet, on a vraiment accès à une tonne d'informations qui peut malheureusement souvent être trompeuse. Donc, on a tous un jour ou l'autre voulu se renseigner sur un sujet à l'aide du web, puis finalement, on en sort complètement perdu par toute l'information contradictoire qu'on peut y trouver. C'est vraiment le cas particulièrement pour la science de la nutrition qui fait souvent l'objet de débats chauds. Ça nous touche tous. C'est aussi une science qui est quand même très complexe, en plus d'être en constante évolution. Donc, c'est pas toujours évident de démêler le vrai du faux. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, là, on voulait vous mentionner que les nutritionnistes sont les seuls vrais professionnels en termes de nutrition. Donc, on va toujours être vos meilleurs alliés et références si vous avez des questionnements par rapport à la nutrition. Donc, prenez tout ce que vous lisez, entendez, que ce soit dans les médias, sur l'Internet ou même dans des livres, avec un grain de sel. Informez-vous auprès du nutritionniste le plus possible avant d'entreprendre une diète qui pourrait avoir un impact sur votre santé. On n'est vraiment pas là pour vous juger, mais on va pouvoir vous accompagner et s'assurer que le tout est fait de façon sécuritaire. Donc, justement, pour vous donner un bon exemple de pseudoscience, vous avez sûrement entendu dire que le sucre est à éviter quand on a le cancer parce qu'il nourrit les cellules cancéreuses. Donc, a priori, oui, c'est vrai que les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre. Donc, ça peut donner l'impression que c'est un point de vue scientifique. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les cellules de notre corps se nourrissent de sucre, pas juste les cellules cancéreuses. Donc, de couper le sucre, ce n'est pas du tout indiqué. En plus, il n'a pas été démontré que de manger du sucre augmente la vitesse de croissance des cellules cancéreuses. Le sucre, en fait, on le retrouve sous deux formes. De façon naturelle dans des aliments comme les fruits, par exemple, qui sont bons pour la santé, puis de façon excessive dans les aliments qu'on dit transformés. Donc, on retrouve surtout dans le commerce, par exemple des gâteaux. Donc, eux sont associés à un plus grand risque de développer de l'obésité et donc de développer le cancer. Donc, c'est sûr que ces sucres-là qui sont ajoutés, concentrés, bien, on suggère de les limiter. Donc, sans plus tarder, on va vous parler des différents régimes, le soi-disant miracles, qui malheureusement gagnent en popularité chez les personnes atteintes du cancer. Donc, pour commencer, puis vu qu'on est déjà dans le sujet du sucre, on va vous parler de la fameuse diète cétogène, ou keto diet en anglais. Donc, c'est une diète qui est utilisée notamment pour arriver à une perte de poids rapide, mais aussi pour améliorer les symptômes du diabète et des maladies cardiovasculaires. Donc, la diète cétogène a commencé à gagner en popularité aussi auprès des gens qui ont le cancer. L'hypothèse, en fait, veut que de priver les cellules cancéreuses de leur source principale d'énergie, qui est le sucre, aiderait à freiner la progression du cancer. Par définition, la diète cétogène, c'est une diète qui est très, très faible en sucre ou en glucides. Donc, on parle d'un maximum de 20 à 50 grammes de glucides par jour. Ça représente, en fait, là, environ une tranche de pain et un fruit, le maximum dans notre journée. Tandis que ce qu'on recommande dans une alimentation équilibrée, c'est 250 à 300 grammes de glucides par jour. Donc, évidemment, les gens qui suivent la diète cétogène doivent aller chercher la majorité de leurs calories dans des aliments qui vont être très riches en gras et en protéines. Par exemple, en mangeant beaucoup de viande, en mangeant du bacon, des saucisses, du beurre, fromage, huile, avocat, etc. Puis évidemment, ils doivent éviter les sources de glucides comme les pommes de terre, le riz, les pâtes, le pain, le quinoa, les légumineuses et les fruits, par exemple. Donc, c'est sûr que de couper les glucides à ce point-là, ça ne vient pas sans effet secondaire. Donc, on peut observer de la nausée, même parfois des vomissements, perte d'appétit, maux de tête, fatigue, mauvaise haleine. Donc, vous pouvez comprendre pourquoi on voudrait éviter ce genre de symptômes chez des personnes déjà fragilisées par le cancer et ses traitements. Également, une diète qui va exclure la totalité des produits céréaliers et des fruits peut mener à des apports insuffisants en fibres, ce qui peut causer de la constipation.
Puis, les recherches démontrent à ce jour qu'il n'y a pas assez de données probantes pour suggérer la diète cétogène à des personnes atteintes d'un cancer. Puis en plus, on ne sait pas si c'est une diète qui est sécuritaire à long terme. Il n'y a pas eu de recherche à long terme. Il ne faut pas oublier aussi que la diète cétogène va complètement à l'encontre des recommandations du Guide alimentaire canadien, étant aussi riche en protéines et en gras saturés. Donc, il y a des risques à long terme à considérer pour la santé, notamment la santé du cœur, et aussi le risque d'avoir des cancers. Donc, le jeûne intermittent. Donc, il n'existe pas de définition officielle pour le jeûne intermittent. En général, on décrit ça comme des périodes de jeûne en alternance avec des périodes d'alimentation normale, dont la durée et la fréquence peuvent varier énormément là, selon le type de jeûne qu'on pratique. Par exemple, certaines personnes peuvent décider de jeûner des journées entières en alternance avec des journées sans jeûne, tandis que d'autres peuvent jeûner moins d'heures, par exemple 12 heures, quelques fois par semaine. Les adeptes du jeûne vont le pratiquer souvent dans le but de perdre du poids. Mais bon, il semble aussi gagner en popularité auprès des personnes atteintes de cancer. L'hypothèse veut que le jeûne améliorerait les effets des traitements, tout en diminuant leurs effets secondaires. Les recherches, en fait, ont démontré qu'il y avait un effet positif du jeûne sur la santé, notamment au niveau de la longévité. Toutefois, c'est des recherches qui ont été faites sur des animaux et des cellules. Donc, on ne peut pas extrapoler ces résultats aux humains. Puis, les recherches qui ont été faites sur les humains sont vraiment encore trop peu nombreuses et sur trop peu de sujets pour en tirer des conclusions fiables. Donc, on sait que jeûner peut mener à une perte de poids. Puis, quand la perte de poids est importante, les patients qui sont en traitement, qui ont le cancer, ils s'exposent à plusieurs risques. Par exemple, si la perte de poids est importante, les doses de traitement, comme par exemple la chimiothérapie, pourraient devoir être diminuées. Et donc, l'efficacité des traitements est diminuée par le fait même. Puis aussi, le jeûne peut augmenter le risque de déshydratation, aggraver les nausées, causer de la fatigue, maux de tête, vertige et irritabilité. Donc, c'est sûr qu'on veut éviter ça quand on a le cancer. Donc, les cures de détox. La détox, en fait, est basée sur la croyance que notre corps aurait besoin d'aide pour éliminer les toxines qui s'y accumulent. Donc, il existe une variété de types de régimes détox, par exemple la consommation exclusive de jus ou de breuvage sur une période prolongée, ou encore même l'utilisation de laxatifs pour aller nettoyer, soi-disant, notre côlon. Si on cherche sur l'Internet, c'est facile de tomber sur des articles, des produits, même des témoignages de personnes qui prétendent avoir guéri leur cancer à l'aide de méthodes détox. Mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps possède déjà un mécanisme de nettoyage ou de détoxification qui est très efficace. En fait, c'est nos reins et notre foie qui s'occupent en permanence d'aller éliminer, filtrer les déchets produits par notre organisme et ceux de notre environnement. Puis à ce jour, il n'y a aucune recherche qui a pu démontrer que les programmes détox éliminent vraiment les soi-disant toxines. Et il n'y a aucune recherche sur les effets à long terme en plus de la détox. Puis en plus, il existe des risques en lien avec la détox. Par exemple, les produits détox peuvent souvent contenir des ingrédients illégaux et donc potentiellement dangereux pour notre santé. Certains jus, même vendus pour les détox, ne sont pas pasteurisés. Donc ça peut augmenter le risque d'infection. Puis l'utilisation de laxatifs peut mener à de la déshydratation qu'on veut éviter. Également, suivre une cure de détox sur une période prolongée peut causer une perte de poids importante. Puis comme j'ai mentionné, perdre du poids quand on a le cancer, ça peut mener à des conséquences graves. Donc, finalement, la diète alcaline. Donc, la diète encourage la consommation d'aliments considérés alcalins, comme par exemple les légumes, les fruits, les légumineuses et les noix, les graines, et de limiter les aliments qui sont considérés acides, par exemple la viande, le poisson, les œufs, les produits céréaliers et les produits laitiers. C'est une diète qui est basée sur la croyance que notre alimentation peut altérer notre pH sanguin, en fait, qui est une mesure de l'acidité ou de l'alcalinité de notre sang, et que les cellules cancéreuses se développeraient mieux dans un environnement acide. En réalité, encore une fois, notre corps humain dispose d'un mécanisme complexe faisant en sorte que notre pH sanguin reste toujours à un pH optimal, peu importe les aliments qu'on va consommer. Donc, on le souhaite à personne, mais si jamais votre pH sanguin se trouve à l'extérieur des cibles, c'est parce que vous êtes très probablement hospitalisé dans un état critique et non parce que vous avez mangé trop d'œufs à la coque. Le risque, en fait, avec cette diète, c'est qu'on limite certains aliments qui sont riches en protéines et certaines vitamines aussi, comme la vitamine B12 et le fer, qui sont importants pour les gens en traitement. Mais autrement, c'est sûr que le fait de privilégier les aliments d'origine végétale, qui sont soi-disant alcalins, reste une bonne recommandation. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir dans tout ça? Premièrement, comme j'ai mentionné plus tôt, à ce jour, aucune recherche n'a prouvé qu'un régime en particulier peut traiter et prévenir le cancer. C'est sûr que j'exclus la saine alimentation, qui n'est pas un régime, que Célia va vous expliquer plus en détail dans quelques instants. Ce qu'on sait, en fait, c'est que peu importe le type de diète restrictive qu'on fait, il existe des risques pour la santé.
Les diètes restrictives risquent en fait de vous faire perdre du poids et ainsi de vous faire perdre la masse musculaire, ce qui augmente le risque de développer ce qu'on appelle la malnutrition. La malnutrition, en fait, surtout chez les gens vulnérables qui ont le cancer, va augmenter les risques de complications. En plus, quand on a le cancer, c'est déjà difficile de s'adapter à notre nouvelle réalité. Si en plus, on s'ajoute le fardeau de suivre une diète restrictive, c'est sûr que la qualité de vie peut être affectée. Aussi, gardez en tête que le marché des régimes est une énorme machine de marketing qui, comme n'importe quel marché, a comme but principal de faire de l'argent et non d'assurer la santé du public, malheureusement. Également, lorsque vous entendez ou lisez des promesses qui semblent trop bonnes pour être vraies, dites-vous que c'est sûrement parce que c'est le cas. Par exemple, si vous lisez « Suivez cette cure de détox à base de jus de carotte pour une semaine et guérissez votre cancer », c'est clairement pas réaliste. Il faut utiliser notre gros bon sens, comme on dit. Donc, je laisse la parole à Célia. Oui, donc maintenant, je vais vous parler de l'alimentation pendant les traitements. Un petit rappel que la présentation se veut générale, donc j'aborderai des notions qui sont générales et non des notions qui vont être spécifiques à chaque personne, à chaque traitement ou à chaque effet secondaire que vous pourriez avoir. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de l'alimentation pendant les traitements? On sait tous que l'alimentation, c'est essentiel à la santé. Puis d'avoir une alimentation qui va être adaptée pendant nos traitements, ça va nous permettre de maintenir notre énergie pendant les traitements et donc de maintenir notre qualité de vie. En plus de ça, d'avoir une alimentation qui va être adaptée, ça va aider à maintenir son poids, que ça soit d'éviter la perte de poids ou d'éviter possiblement la prise de poids. Ça va aussi aider à éviter de perdre de la masse musculaire du muscle. Pendant les traitements, que ce soit de radiothérapie ou de chimiothérapie, vous êtes à risque de perdre du poids. Puis quand on perd du poids pendant les traitements, c'est souvent des pertes de poids qui sont rapides. Puis dans ces pertes de poids rapides-là, on va principalement perdre du muscle et malheureusement non du gras. Puis comme le disait Stéphanie, pendant l'hormonothérapie, on est possiblement à risque de prendre du poids, mais malgré cette prise de poids-là, on est quand même à risque de perdre de la masse musculaire. Donc, ça va être important pendant les traitements de faire attention à nos muscles. Je vais revenir là-dessus après. D'avoir une saine alimentation, une alimentation adaptée pendant les traitements, ça va aider aussi à avoir une meilleure tolérance pendant nos traitements. Donc, de diminuer possiblement nos effets secondaires, nos risques d'infection, notre fatigue. Et ça va également aider à une meilleure tolérance après les traitements. Donc, de récupérer plus rapidement après nos traitements. En plus de ça, d'adopter une saine alimentation, ça va aider à la prévention de nombreux cancers et ou de leur récidive. Puis ça va aussi aider à la diminution du risque d'autres maladies chroniques comme des maladies cardiovasculaires. Donc, ça va aider au pronostic. Par rapport au cancer de la prostate, le saviez-vous? Les hommes occidentaux, donc qui vivent dans les pays occidentaux comme en Amérique du Nord, ils vont avoir des risques plus élevés d'avoir des cancers de la prostate que les hommes qui vivent dans des pays non occidentaux. Les hommes asiatiques qui viendraient s'installer en Amérique du Nord depuis plus d'une génération, ils vont venir augmenter le risque d'avoir un cancer de la prostate jusqu'à égaler le risque du cancer de la prostate des hommes nord-américains. Donc ça nous donne une hypothèse que l'alimentation, ça serait un facteur probable dans les cancers de la prostate. Fait qu'on est bien d'être là aujourd'hui. Alors, pendant les traitements, on va avoir deux grands principes. On va vous parler de la saine alimentation, puis de l'alimentation qui est riche en protéines. Par rapport à la saine alimentation, en fait, c'est l'alimentation qui est recommandée par le Guide alimentaire canadien actuel, puis ça se base sur le concept de l'assiette équilibrée qu'on voit à l'écran ici. Puis ce concept-là de l'assiette équilibrée, c'est un concept que nous, les nutritionnistes, on utilise depuis de nombreuses années. Donc, ça va bien avec ce qu'on recommande. Ce qu'on vous recommande, en fait, la saine alimentation, c'est parce qu'elle est connue pour améliorer notre santé, puis pour aider à diminuer de nombreuses maladies, dont les cancers. Donc, notre assiette équilibrée, en fait, ce qu'on veut, c'est on veut essayer de viser l'assiette qu'on a à l'écran à chaque fois qu'on a nos repas. Puis dans notre assiette équilibrée, on a 3 parties. Pourquoi ça? C'est parce que chaque partie, elles vont être essentielles parce que chacune va nous donner des vitamines et des minéraux qui vont être différents, puis elles vont aussi nous apporter d'autres choses que je vous dirai après. Au niveau des quantités de notre assiette, ça va varier d'une personne à l'autre. L'important, c'est de respecter sa faim. Fait que si on a beaucoup faim, on va avoir une assiette qui est plus grosse. Si on a moins faim, on va avoir une assiette qui est plus petite. Puis ça va varier d'une personne à l'autre, d'une journée à l'autre, dans la journée même ou dans les saisons, par exemple. Par contre, nos proportions de nos 3 différents groupes, ça va toujours être les mêmes.
Fait qu'on va vouloir la moitié de notre assiette qui sont des fruits et des légumes, le quart de notre assiette qui sont des aliments protéinés et le dernier quart de notre assiette qui sont des produits céréaliers à grains entiers. Puis c'est sûr qu'on va toujours vous encourager à prendre de l'eau comme le meilleur moyen pour s'hydrater. Je ne vais pas aller en détail sur l'assiette équilibrée parce qu'on va revenir après là-dessus pendant les traitements. Si on retourne notre guide alimentaire canadien actuel, on va avoir des recommandations sur tout ce qui va entourer l'alimentation au-delà de uniquement notre assiette et nos aliments. En fait, on veut vraiment remettre l'emphase sur tout ce qui va entourer l'alimentation, sur toutes nos habitudes alimentaires, notre routine, nos habitudes alimentaires, dans le fond. Fait qu'on veut recommencer à prendre du plaisir à manger, on veut savourer nos aliments, on veut apprécier la beauté de notre assiette, apprécier les différentes textures qu'on va avoir dans notre assiette. On veut remettre aussi l'emphase sur nos repas, que ça redevienne des moments de qualité, des moments de plaisir, des moments de partage avec son entourage, sa famille, ses amis, ses collègues, et plus que ça soit des moments où on mange en 5 minutes. Ça peut arriver aussi de temps en temps, mais on veut plus que ça soit ça au quotidien. Puis, on veut aussi remettre l'emphase sur notre cuisine. Encore une fois, la cuisine, ben, c'est un moment de partage, c'est un moment de qualité, c'est un moment de détente. On peut mettre de la musique, on peut discuter. On veut remettre l'emphase sur apprécier la cuisine. Puis, le fait de cuisiner, ben, ça va nous permettre de moins manger d'aliments transformés, puis d'aller avec des aliments qui sont plus naturels. Le guide alimentaire aussi vous parle de tous les aliments qui sont transformés, puis tout ce qui est la lecture des étiquettes, le marketing alimentaire, etc. Mais on ne détaillera pas ça aujourd'hui dans la présentation. Donc, comme je vous le disais, la saine alimentation, c'est on veut vraiment reprendre du plaisir, on remet l'emphase sur tout ce qui va entourer notre assiette. On veut une variété dans notre alimentation, on veut nos 3 parties de notre assiette, puis on veut vraiment de la variété dans nos aliments pour avoir toutes les vitamines et minéraux qui sont essentiels à notre santé. On veut retourner vers notre qualité alimentaire. On veut avoir des aliments qui sont de plus en plus qualitatifs et avoir moins de produits transformés. On veut aussi jouer sur nos quantités. Comme je vous disais, on recommence à écouter notre faim. Si on a faim, on mange. Si on n'a pas faim, ben on ne mange pas. Puis même si c'est l'heure de dîner, l'heure de souper, si on n'a pas faim, on ne mange pas. Puis on n'est plus non plus obligé d'aller finir notre assiette à chaque repas. Si on n'a pas faim et qu'on se sent bien, ben on garde les restes pour le lendemain ou pour le soir même. Puis dans la saine alimentation, on parle également de la fréquence. Je vous disais qu'on veut limiter nos aliments transformés, mais ils font quand même partie intégrante d'une saine alimentation. Par contre, on ne les veut plus dans notre quotidien. On veut les remettre de façon occasionnelle. Nos aliments transformés, nos aliments sucrés, gras, ben, ça peut être des aliments qu'on va prendre dans des moments de plaisir, dans des moments de partage. Par exemple, au cinéma avec ses amis, au restaurant. Ou ça peut aussi juste être parfois des moments pour du réconfort. Quand on ne se sent pas bien, ben, d'aller manger quelque chose qu'on a l'habitude de manger puis qu'on apprécie, ben, ça fait du bien. Par contre, on ne met plus ça dans son quotidien, mais ça devient des moments occasionnels. Une petite mention sur les aliments hautement transformés. Donc, les aliments hautement transformés, ça va être des aliments qui, à la base, étaient naturels, mais qui vont avoir subi une transformation par l'industrie alimentaire avant d'être mis sur le marché ou consommés par le consommateur. Donc, on part d'aliments qui étaient à la base naturels, puis qui, au final, vont avoir eu beaucoup d'ajouts de différents ingrédients qui vont être utilisés uniquement par l'industrie, tels que les additifs alimentaires. Puis comment est-ce qu'on les reconnaît, nos aliments hautement transformés? Bien, ce sont des aliments qui vont avoir des emballages, le plus souvent colorés, puis le plus souvent aussi avec du marketing alimentaire. En plus de ça, ce sont des aliments qui vont avoir des étiquettes nutritionnelles puis des listes des ingrédients. Pour vous donner quelques exemples, là, on a nos gâteaux, on a nos chips, on a nos céréales à déjeuner qui ont tous des emballages avec beaucoup de couleurs. Donc, nos aliments hautement transformés, comme je vous disais, c'est des aliments où on va venir ajouter des ingrédients, principalement du sucre, du sel et du gras ajouté, en plus des additifs alimentaires. Donc, on va se retrouver avec des aliments qui vont être très riches en sucre, très riches en sel, puis très riches en gras, beaucoup plus que si on avait mangé un aliment qui était non transformé. Donc, ça devient des aliments qui ont une faible valeur nutritive, qui sont moins intéressants nutritionnellement et donc qui sont moins bons pour notre santé. Comme je vous le disais, on peut en consommer, mais plus dans notre quotidien, ça devient occasionnel. Puis encore une fois, la meilleure façon de le faire, c'est de cuisiner plus souvent. Alors, concernant notre alimentation pendant nos traitements, je vous disais qu'on allait se baser sur notre saine alimentation.
Par contre, pendant les traitements, je vous disais aussi qu'on voulait une alimentation qui est riche en protéines. Donc, finalement, on va venir modifier un petit peu nos proportions de notre assiette. On va venir augmenter la place de nos protéines dans notre assiette. Donc, nos protéines, ça va devenir le tiers de notre assiette au lieu du quart de notre assiette. Puis, on va adapter les deux autres parties. Donc, on va se retrouver avec le tiers de notre assiette qui sont des fruits et des légumes, puis le dernier tiers de notre assiette qui sont des produits céréaliers à grains entiers. Je vais aller dans le détail de chacune des parties maintenant. Je vous parle des protéines. Pourquoi est-ce qu'on met l'emphase sur les protéines pendant les traitements? En fait, nos protéines, c'est elles qui vont aider à la masse musculaire. Nos muscles, ils sont faits de protéines. Donc, en allant augmenter nos protéines, on va venir aider à préserver notre masse musculaire qu'on peut perdre pendant les traitements, comme je vous disais, et on va l'aider à se réparer. En plus de ça, nos protéines, elles font tout ce qui est la réparation des tissus, comme des plaies, par exemple. Puis pendant les traitements, ça se pourrait que les tissus autour de votre tumeur ils soient endommagés. Donc, on va aider ces tissus-là à se réparer avec des protéines. Puis finalement, comme je vous disais, les protéines, elles vont nous donner certaines vitamines et minéraux qu'on n'aura pas dans les autres parties. Donc, nos aliments protéinés, on va les retrouver sous deux catégories. On va avoir nos protéines d'origine végétale. Donc, on va retrouver tout ce qui dérive du soya, les edamame, le tofu, le tempeh. On va avoir nos légumineuses, pois chiches, lentilles, fèves, pois. On va avoir toutes les boissons végétales, boissons de soya, boissons de riz, boissons d'amandes. Toutes les noix et les graines, donc les amandes, les cajous, les arachides, les noix de Grenoble, les graines de tournesol, les graines de lin, les graines de chia, on en a vraiment beaucoup. Et tout ce qui dérive de nos noix et nos graines, comme le beurre de noix, le beurre de graines, donc le beurre d'arachide, le beurre d'amande, etc. Donc, je vous mets une petite image pour imager tout ça. Et on va avoir donc dans nos aliments protéinés la deuxième catégorie qui sont nos aliments protéinés d'origine animale. Puis ça, ce sont les produits qu'on connaît un peu plus en Amérique du Nord, qu'on a plus l'habitude de consommer. Donc, on va avoir tout ce qui est nos viandes, donc bœuf, porc, gibier, viande chevaline, toutes nos volailles, la dinde, le poulet, le dindon, nos œufs, tous nos produits de la mer, le poisson, les fruits de mer, les crustacés et nos produits laitiers, le lait, le yogourt et le fromage. Donc, je vous mets des images aussi, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Donc, pour nos aliments protéinés, c'est quoi la recommandation? Comme je vous le disais, on veut des protéines à chaque repas. Ils font partie de notre assiette équilibrée. Puis, si on est du genre à prendre des collations ou des desserts, on veut également des protéines dans nos collations et dans nos desserts. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que nos protéines, on en veut dès qu'on mange, dès qu'on va grignoter. Pour vous donner quelques exemples, si on a l'habitude de prendre du jello ou de la compote en dessert ou en collation, on peut remplacer ça par du yogourt. Ou si on prend des fruits d'habitude, on peut peut-être rajouter une poignée de noix avec nos fruits, un morceau de fromage ou un petit peu de beurre d'arachide. On peut également y aller avec des rôtis avec du beurre d'arachide. On a plein de possibilités avec des protéines. Nos protéines, on veut également les privilégier, celles qui sont d'origine végétale. Puis pourquoi ça? Nos protéines végétales, elles sont associées à une meilleure santé et à moins de risques de développer différentes maladies. On veut également aller choisir des protéines qui vont être faibles en matière grasse. C'est sûr qu'en allant choisir des protéines végétales, elles sont déjà faibles en matière grasse, fait qu'on fait une pierre deux coups. Sinon, si on y va avec nos protéines animales, on va essayer d'y aller avec celles qui sont moins riches en matière grasse. Donc, pour aller un peu plus dans le détail, dans nos protéines animales, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut enlever la peau et le gras visible de nos protéines animales. Donc, on enlève le gras du porc, du veau, etc. On enlève la peau du poulet. On essaie d'aller choisir des viandes qui sont plus maigres. Donc, du bœuf haché, on va le choisir maigre ou extra maigre. Par rapport à la cuisson, on essaie de limiter l'ajout de matière grasse à la cuisson. Donc, on limite l'ajout de beurre, on limite l'ajout de sauce, de friture. On essaie de plus y aller avec un filet d'huile, par exemple, pour éviter que ça colle. Puis, on y va avec de nombreuses cuissons. Cuisson au four, cuisson pochée, cuisson sur le grill, à la vapeur, rôti, etc. Concernant toutes nos conserves, nos congelés ou nos viandes séchées, c'est sûr que ça devient des produits qui sont transformés, donc qui sont plus à risque d'avoir plus de sel, de sucre et de gras. Fait que là, on va vous dire de faire attention à ces produits-là. Pour vous donner un exemple, le thon, plutôt que de le choisir dans de l'huile, on va aller le chercher dans de l'eau. Ça sera moins gras. Si on veut prendre des produits animaux, mais qu'on veut quand même faire un meilleur choix, on se tourne vers les produits de la mer et la volaille.
Par rapport aux viandes rouges, on en parle souvent. En fait, la viande rouge et les viandes transformées, pour vous faire un rappel, la viande rouge, c'est tout ce qui va être viande de bœuf, de veau, mais également d'agneau, de porc, de cheval et de chèvre. Puis nos viandes transformées, ça va être tout ce qu'on entend par jambon, bacon, viande froide, charcuterie. Puis la consommation de viande rouge et de viande transformée en grande quantité, ça a été associé à plusieurs cancers, dont le cancer de la prostate. Donc, encore une fois, ça met l'accent que nos protéines végétales sont plus intéressantes, puis qu'on veut aussi limiter tout ce qui est viande rouge et viande transformée. Par rapport à nos produits laitiers, on essaie d'aller les choisir plus faibles en matière grasse. Donc, on va y aller avec du lait écrémé, 1%, 2%, plutôt que le 3,25%. On y va avec du fromage qui est inférieur à 20% de matière grasse et du yogourt qui va être inférieur ou égal à 2% de matière grasse. On ne va pas forcément vous dire d'aller vers les produits qui sont 0%, mais on vous dit d'essayer de limiter les matières grasses le plus possible. Pour tout ce qui est nos substituts à base de soya, comme la boisson de soya, les yogourts de soya, les puddings au soya, bien, ce sont des bonnes options. Encore une fois, ce sont des options qui sont végétales et qui vont être moins riches en matière grasse. En plus de ça, bien, ce sont des options qui sont riches en protéines, donc intéressantes pendant nos traitements. Par contre, il faut faire attention, il existe de plus en plus de produits hautement transformés à base de soya, comme par exemple les laits à base de soya au chocolat ou les puddings au chocolat à base de soya. Donc, on vous dit de faire attention à ces produits-là. Finalement, pour nos autres boissons végétales, ben, on a nos boissons de riz, d'amandes, de cajou, etc. Ce sont également des bonnes options parce qu'elles sont végétales et plus faibles en matière grasse. Par contre, pendant les traitements, on va moins les encourager parce qu'elles sont plus faibles en protéines. Donc, on va plus vous encourager à aller vers la boisson à base de soya pendant les traitements. Par rapport aux produits laitiers, comme disait Stéphanie tantôt, il existe un lien entre la consommation excessive de produits laitiers et le cancer de la prostate. Par contre, comme je viens de le dire, on parle d'une consommation qui est excessive. Puis comme je le disais, nos produits laitiers, ce sont des sources importantes de protéines. Donc, c'est important pendant nos traitements. En plus de ça, bien, pendant l'hormonothérapie, comme disait également Stéphanie, on peut être plus à risque de faire de l'ostéoporose. Puis nos produits laitiers vont aider à la prévention de l'ostéoporose. Fait qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dans le fond, on va vous encourager à continuer vos produits laitiers si vous aimez ça pour avoir des protéines puis pour vous aider. Par contre, on va vous dire de y aller avec des quantités qui sont raisonnables et non excessives. Puis si vous voulez y aller avec un produit qui est moins à risque possiblement, bien, vous pouvez toujours y aller avec la boisson de soya qui est enrichie en vitamine D et calcium. Au niveau de nos protéines végétales, donc on va avoir nos légumineuses. On peut les retrouver sèches. Sinon, on peut les retrouver aussi en conserve. C'est sûr qu'en conserve, ce sont des produits qui sont plus transformés que nos légumineuses sèches. Par contre, ce sont quand même des bonnes options parce qu'elles sont faciles à cuisiner puis moins dispendieuses. On va donc vous conseiller d'aller vers toujours le produit qui est plus faible en sel que celui qui est plus riche. Il existe souvent les deux options. Puis de toujours les rincer et les égoutter pour diminuer la quantité de sel à l'intérieur. Pour tout ce qui est nos noix, graines et beurre de noix et de graines, bien, c'est sûr que pour tout ce qui est beurre de noix, on va vous dire d'y aller vers celui qui est naturel plutôt que celui qui est transformé et toujours d'aller faire attention à tout ce qui est quantité de gras, de sucre et possiblement de sel ajouté. Pour les noix, bien, c'est ça, on va plus vous encourager à aller vers des noix qui vont être non salées plutôt que des noix qui vont être salées ou aromatisées. Finalement, il existe de plus en plus d'options végétales transformées, comme nos simili de viande ou nos steaks de protéines végétales, comme le Beyond Meat qu'on entend de plus en plus parler. C'est sûr que ce sont des options végétales, donc des options qui peuvent être intéressantes pour notre santé. Par contre, comme je l'ai dit, ce sont également des options qui sont transformées, donc dans lesquelles il va y avoir un ajout de sel, de sucre et de gras. Donc, on va vous dire de faire attention aussi à ces produits-là. Par rapport au soya, on entend souvent parler du lien entre le soya, le cancer, parce qu'il y a des hormones dans notre soya. En fait, le soya et les graines de lin, ça va contenir des phytoœstrogènes. Puis les phytoœstrogènes, effectivement, ce sont des hormones. Par contre, il n'y a pas d'étude qui a démontré un lien entre la consommation de soya, de graines de lin, donc de phytoœstrogènes, et l'augmentation du risque de cancer. Puis, à l'inverse, comme je vous le disais, bien, le soya, les graines de lin, ce sont des produits végétaux, donc qui font partie intégrante d'une saine alimentation, puis qui sont au contraire associés à une meilleure santé.
Si vous avez des inquiétudes, on va juste vous dire de ne pas en consommer en quantité excessive, mais ça fait partie intégrante de notre saine alimentation. Avant d'aller sur la partie des fruits et des légumes et de nos produits céréaliers, je voulais faire une mention sur les fibres alimentaires. Nos fibres alimentaires, elles vont aider à tout ce qui est la régularisation du transit intestinal. En plus de ça, nos fibres alimentaires, elles vont aider à la prévention de différentes maladies, dont les cancers. Et elles vont également aider au contrôle de plusieurs maladies, comme le diabète ou le cholestérol, par exemple. En plus de ça, nos fibres, elles vont aider à la satiété. En fait, nos fibres, quand on les mange, elles vont venir gonfler et prendre de la place dans notre estomac. Ça va faire qu'on va se sentir plus facilement plein, plus rapidement plein, et donc on va moins manger. Puis ça va aider à notre contrôle du poids. Donc, nos fibres alimentaires, elles sont vraiment intéressantes dans notre alimentation parce qu'elles vont nous aider pour notre santé. Où est-ce qu'on va les retrouver, nos fibres alimentaires? On va les retrouver dans nos légumineuses, puis dans nos noix et nos graines. Donc, encore une fois, dans nos aliments protéinés qui sont végétales. Je pense que j'en parle souvent. On va également les trouver dans nos fruits et nos légumes, dont la pelure des fruits et nos légumes. Et on va aussi les trouver dans nos produits céréaliers, surtout ceux à grains entiers. Je vais venir le détailler après. Par rapport à nos fruits et nos légumes, donc on les veut, nos fruits et nos légumes, en abondance. On veut également une variété dans la couleur de nos fruits et nos légumes. Puis pourquoi est-ce qu'on veut de nombreuses couleurs dans nos fruits et nos légumes? C'est parce que chaque couleur va nous donner une vitamine, un minéraux qui va être différent. Fait qu'on y va avec nos couleurs puis notre variété. Nos fruits et nos légumes, on les consomme principalement frais ou surgelés, qui sont des bonnes options également. On les veut le plus souvent entiers, donc avec notre pelure. Puis on peut les consommer crus ou cuits selon nos préférences. Si on les consomme cuits, on va essayer de diminuer l'ajout de matière grasse à la cuisson. Encore une fois, on peut rajouter un filet d'huile, un peu de jus de citron, mais pas beaucoup de matière grasse en plus. Puis on peut y aller avec de nombreuses cuissons comme au grill, au four, à la vapeur ou sauté. Pour nos fruits et nos légumes en conserve, encore une fois, ça devient des fruits et des légumes qui vont être transformés. Donc là, on va vous dire de faire attention, encore une fois, à tout ce qui ajoute de sucre, de sel et possiblement de gras, puis de toujours les rincer et les égoutter avant de les consommer. On ne peut pas parler de fruits et de légumes sans parler de pesticides. Par contre, à ce jour, on n'a pas encore assez de données qui démontrent un lien entre la consommation de pesticides et de fruits et de légumes et le cancer, dont le cancer de la prostate chez les consommateurs. Par contre, qu'est-ce qu'on sait? C'est que nos fruits et nos légumes, ils sont importants pour notre santé, ils sont associés à une meilleure santé. On parle aussi beaucoup de la pelure de nos fruits et nos légumes. Comme je vous disais, la pelure, c'est une source importante de fibres, mais également de vitamines et de minéraux. Donc, notre pelure, elle est aussi importante pour notre santé. Donc, c'est quoi la recommandation qu'on va vous faire avec tout ça? On continue à manger des fruits et des légumes, puis on continue à manger la pelure de nos fruits et nos légumes. Si on enlève la pelure, si on enlève les fruits et légumes de notre alimentation, ça va être associé à une moins bonne santé. Par contre, on peut essayer de limiter nos pesticides. Comme je vous disais, la pelure, le fait de l'enlever, ça ne va pas forcément aider à enlever tous les pesticides. C'est pour ça que je vous encourage à la continuer. Par contre, pour limiter, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut y aller avec une agriculture qui est biologique, si on en a les moyens, bien entendu. Sinon, on peut y aller avec des moyens simples, comme on rince nos aliments, on les nettoie, nos fruits et nos légumes, avec une petite brosse sous l'eau. On peut même rajouter un petit peu de savon pour enlever encore plus de pesticides. Puis sur Internet, il existe de nombreuses listes de fruits et légumes avec le plus de pesticides. Donc, on peut aller regarder ces listes-là pour nous aider. Bien sûr, je vous encourage à aller sur des sites fiables et non n'importe quel site. Par rapport à nos fruits et nos légumes, c'est pareil, on ne peut pas passer à côté de nos antioxydants. On entend beaucoup parler de nos antioxydants par rapport au cancer, donc tout ce qui est vitamine C, sélénium, vitamine E. Je n'irai pas dans le détail de tous, c'est la recommandation, c'est la même pour tous nos antioxydants. Nos antioxydants dans les aliments, donc dans nos fruits et nos légumes, ils vont vraiment être encouragés. Comme je vous le dis, ils font partie intégrante d'une saine alimentation, puis on va aller les avoir dans des quantités qui sont normales, pas excessives. En supplément, par contre, ça va dépendre. C'est sûr que dans une multivitamine, par exemple, où les concentrations ne vont pas être très élevées, c'est pas contre-indiqué. Par contre, à savoir si c'est vraiment intéressant quand on a une alimentation qui est riche en fruits et légumes, ça, c'est à questionner.
Par contre, dans des suppléments ou dans des produits de santé naturelle qui auraient des fortes doses d'antioxydants, donc des fortes très concentrées, là, ça va être contre-indiqué pendant nos traitements. Pourquoi ça? Ben, c'est parce que l'effet sur la prévention et la guérison du cancer n'est pas prouvé à ce jour. Et en plus, il y aurait des possibles interactions avec les traitements. Puis le mieux avec nos antioxydants, ben, si on a des questions, c'est d'aller demander l'avis de votre médecin, pharmacien ou nutritionniste. Donc maintenant, je vais aller sur notre dernière partie de notre assiette, nos produits céréaliers. Comme je vous disais, les produits céréaliers, on essaie d'y aller vers les produits céréaliers le plus souvent à grains entiers. Grains entiers, c'est-à-dire que la céréale a été gardée dans son entièreté et donc on lui a enlevé certaines parties pour faire un grain qui va être raffiné. On va trouver de nombreux produits céréaliers à grains entiers comme le quinoa, le sorgho, le sarrasin, l'amarante, le boulgour ou l'orge mondée, qu'on connaît moins mais qu'on va retrouver sur les tablettes. Sinon, on va avoir des produits qu'on va retrouver sous les deux formes, grains entiers et raffinés. Le meilleur exemple, c'est notre pain. On va avoir notre pain blanc qui est un pain raffiné et on va avoir à l'inverse les pains bruns, les pains multigrains, les pains faits à partir de farine de blé entier qui sont des pains de grains entiers. Pour notre avoine, on va la chercher entière. Pour notre riz, on y va avec des riz bruns, des riz sauvages, des riz noirs plutôt que le riz blanc. Puis pour tout ce qui est nos produits faits à partir de farine de blé, les pâtes, les craquelins, les pitas, les muffins, on y va avec ceux qui sont à grains entiers le plus souvent. Finalement, dans nos produits céréaliers, on retrouve beaucoup de produits qui sont transformés. Les craquelins, les muffins, certains pains, tout ce qui est nos céréales à déjeuner, nos barres tendres. Donc là, on va vous dire de faire attention à l'étiquette. Finalement, au niveau de notre hydratation, comme je vous le disais, on va vraiment privilégier l'eau pour s'hydrater. On vous recommande environ 2 litres d'eau par jour par personne. C'est sûr que ça va varier d'une personne à l'autre, mais en visant 2 litres, ça vous donne une bonne idée de combien vous devez boire d'eau. Puis on va essayer de limiter tout ce qui est produits hautement transformés, comme les jus, la liqueur, le thé glacé ou le café aromatisé. Donc, en résumé, on veut vraiment une alimentation qui est diversifiée. On veut manger des aliments diversifiés. On veut les 3 parties de notre assiette parce que, comme je vous le disais, elles vont vous donner toutes les vitamines et minéraux essentiels à une meilleure santé. On veut intégrer des protéines à chaque repas, surtout pendant nos traitements, mais on essaye d'aller plus vers des protéines qui sont d'origine végétale parce qu'elles sont meilleures pour notre santé. On veut y aller avec des fruits et des légumes en abondance puis de nombreuses couleurs et on essaie de privilégier nos produits céréaliers à grains entiers. Ensuite de ça, on veut limiter nos aliments transformés riches en sucre, sel et matières grasses, puis on veut une bonne hydratation. Puis qu'est-ce qu'il y a autre chose qui est à retenir? Comme le disait Stéphanie, il n'y a pas d'aliment miracle, il n'y a pas de super aliment, il n'y a pas de super diète qui va vous soigner de tous vos problèmes. La clé dans l'alimentation, c'est vraiment la diversité et la variété de notre assiette. Puis la clé, ce sont nos aliments et non nos suppléments. Je laisse la parole à Stéphanie. Donc, alors, maintenant que Célia vous a expliqué là, en détail c'est quoi la saine alimentation lorsqu'on a le cancer, on voulait partager avec vous quelques conseils pratico-pratiques pour mettre justement le tout en pratique. Donc, pour manger sainement, c'est sûr qu'il faut s'assurer de s'approvisionner en aliments qui sont bons pour la santé. Donc, pour ce faire, on a une petite astuce. Quand vous faites l'épicerie, essayez de faire la majorité de votre épicerie dans les allées en bordure de l'épicerie, où est-ce qu'on retrouve là, en majorité les aliments frais, moins transformés, comme par exemple les fruits, les légumes, le pain, les coupes de viande et poissons fraîches. Également, à l'épicerie, prenez quelques instants et consultez les étiquettes alimentaires. Choisissez le plus possible les aliments qui vont avoir une courte liste d'ingrédients, parce que qui dit moins d'ingrédients, dit moins transformés. Puis, évitez le plus possible les aliments qui vont être riches en gras saturés, en sel et en sucre ajouté, comme Célia vous a expliqué. Pour ce faire, vous pouvez vous fier au pourcentage de valeur quotidienne pour faire des meilleurs choix. Vous avez une petite image ici sur la diapo. Donc, 5% veut dire peu, 15% veut dire beaucoup. Donc, par exemple, vous pouvez comparer 2 marques de craquelins, disons, puis choisir celle qui contient idéalement plus de fibres, le moins de sel, en se basant sur les pourcentages. Puis, la meilleure façon de limiter nos apports en aliments transformés et avoir une alimentation qui est équilibrée, c'est vraiment de prendre l'habitude de manger maison. Donc, on vous encourage de cuisiner plus souvent, de préparer vos lunchs. On vous encourage, lorsque possible aussi, de cuisiner entre amis ou en famille pour aider là, à rendre l'expérience plus agréable.
Donc, lorsqu'on est en traitement pour un cancer, c'est normal qu'on n'ait pas le même niveau d'énergie que d'habitude. Puis c'est possible aussi qu'on manque de temps avec tous les différents rendez-vous médicaux qu'on a. Donc, c'est sûr que cuisiner régulièrement, ça ne devient pas une tâche facile. Donc, à ce moment-là, on vous suggère en fait de toujours avoir des réserves d'ingrédients qui vous permettent de préparer des repas simples en peu de temps. Par exemple, vous pouvez avoir du thon en conserve pour vous préparer un sandwich accompagné de crudité ou encore des œufs pour vous faire une omelette vite faite. Aussi, bien, vous pouvez toujours doubler vos recettes quand vous cuisinez, les congeler, puis ensuite avoir des repas là, rapides à réchauffer au courant de la semaine. Pour terminer, si vous manquez d'appétit et ou vous perdez du poids, bien, une stratégie qu'on donne, ce serait de prendre plusieurs petits repas par jour ou des repas légers avec des collations nutritives pour s'assurer quand même que vous comblez vos besoins. Et bien, on peut aussi faire moins attention à ce moment-là à notre saine alimentation. Donc, on pourrait se permettre de manger un peu plus de sucre, un peu plus de gras. C'est sûr que si jamais ça vous arrive de perdre du poids de façon plus importante, bien, on vous conseille toujours de consulter là, votre nutritionniste pour avoir des conseils plus adaptés. Donc, pour illustrer ce que je viens de vous dire, voici quelques exemples de collations nutritives et de petits repas là, équilibrés qui permettraient de combler vos besoins tout en diminuant vos quantités que vous ingérez à la fois si vous avez moins d'appétit. Donc, par exemple, en haut, vous pouvez voir des repas légers mais équilibrés comme du yogourt avec granola et des fruits pour le déjeuner. Vous voyez aussi là, un œuf avec du pain, des légumes et du fromage pour dîner. Puis en bas, bien, vous avez des exemples de collations nutritives, comme par exemple des bananes et du beurre d'arachide là, qui se préparent très rapidement, des noix ou encore des craquelins avec du fromage. Puis, bien, on voulait également vous donner des exemples visuels là, de repas équilibrés, riches en protéines, avec des portions régulières pour vous inspirer. Par exemple, là, vous voyez qu'il y a des toasts avec des œufs comme source de protéines, accompagnés d'avocats et de radis. Ou encore des pâtes là, avec sauce tomate à la viande. Vous pourriez toujours accompagner d'une salade à côté pour aller chercher plus de légumes. Puis, vous pouvez voir aussi dans les deux images en bas qu'on propose d'ajouter des noix à du granola ou du fromage là, à un sauté de légumineuses et de légumes, justement pour aller chercher un peu plus de protéines, un peu plus de calories, ce qui serait important chez les personnes qui ont peut-être moins d'appétit ou qui perdent du poids. Donc, avant de terminer, on voulait vous montrer quelques références intéressantes là, pour trouver de l'information sur l'alimentation et le cancer de la prostate. Si jamais vous ne connaissez pas le site web Savourer Santé, là, je voulais mentionner qu'il offre des pamphlets gratuits très intéressants sur l'alimentation pendant les traitements. C'est des pamphlets qui sont écrits par des nutritionnistes. Puis, on a 3 spécifiquement là, qui touchent le cancer de la prostate. Donc, pour terminer, on veut vous rappeler que l'information qu'on vous a donnée aujourd'hui est d'ordre général. Donc, c'est sûr que les recommandations qu'on a partagées ne s'appliquent pas nécessairement à tout le monde qui a le cancer de la prostate. Chaque personne est différente. Chaque personne aura ou non des effets secondaires avec leur traitement et parfois des ajustements à faire au niveau de leur alimentation. Fait que mieux vaut consulter votre nutritionniste là, si vous avez des besoins particuliers. Puis aussi, bien, on vous rappelle, méfiez-vous de la désinformation en nutrition. Préférez des sites web fiables, comme ceux qu'on vient de vous montrer. Puis aussi, demandez le plus possible à votre nutritionniste pour obtenir des informations sur la nutrition. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous. Alors, merci infiniment, Célia et Stéphanie. C'est une excellente présentation, vraiment très appréciée. On va rentrer dans la période de questions. On a reçu quelques questions. On apprécierait que vous utilisiez le bouton questions et non le bouton chat pour nous poser des questions, s'il vous plaît. Mais je vais quand même débuter avec une première question. Et c'est une question qui revient souvent, je vous dirais, Célia et Stéphanie, que ce soit sur notre ligne 1855, et justement, elle a été posée par le biais du chat. Et ce sont des hommes qui entreprennent un traitement de radiothérapie. Et lorsqu'ils entreprennent un traitement de radiothérapie, on leur demande à ce moment-là d'éviter tout fibre. En fait, on leur demande d'éviter tout aliment qui pourrait causer ballonnement, flatulence, gaz. Ça, c'est pour s'assurer qu'il n'y a pas de mouvement alors qu'on leur donne leur traitement. Pour beaucoup, ça devient un casse-tête. Parce que lorsqu'ils commencent à regarder sur Google, ce qu'ils voient, c'est qu'il y a beaucoup de légumes, de légumineuses qui peuvent donner justement gaz, ballonnement, flatulence. Les fibres, qu'est-ce qu'on fait avec les fibres? Et pour certains, il y en a qui ne mangent pas de fruits de mer, pas de poissons. Alors, ils se sentent vraiment limités dans leur choix de menu. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire justement à ces hommes-là pour qu'ils puissent se préparer adéquatement pour leur traitement?
Je vous dirais que pendant les traitements, souvent, ce qui peut arriver, c'est effectivement, vu qu'on vient mettre des rayons proches de la prostate, ben, dans la prostate, en fait, proche de la prostate, il y a tout ce qui est notre système digestif. Puis ça peut faire que, effectivement, le système digestif, il devient plus fragile à certains légumes, fruits, légumineuses qui vont avoir des fibres à l'intérieur. C'est sûr que moi, j'aurais tendance à vous dire que si ça va bien, que si vous tolérez bien, que ça ne vous donne pas des gaz, ça ne vous donne pas de l'inconfort, c'est de continuer pas mal les fibres comme vous avez l'habitude dans votre alimentation. Si par contre, vous vous rendez compte que ça fait vraiment beaucoup plus de gaz, que ça peut effectivement venir jouer sur votre système digestif, ça va être d'essayer de les limiter. C'est sûr que tout ce qui est légumineuse, c'est souvent ce qui va donner le plus de gaz, surtout quand on n'a pas l'habitude d'en manger. Donc ça peut s'enlever assez bien. Puis on peut y aller avec tout ce qui est notre viande, notre poulet, notre tofu aussi qui peut aider. Puis souvent, c'est ce que les hommes, ils ont plus l'habitude de manger en Amérique du Nord. Fait que ça peut être quelque chose qui peut s'enlever plus facilement. Pour tout ce qui est les fruits et les légumes, souvent, ce qu'on vous dit, c'est plus d'enlever la pleure des fruits et des légumes qui vont être plus riches en fibres que le fruit à l'intérieur ou le légume à l'intérieur. Puis quelque chose qui peut aider aussi, si ça fait un petit peu d'inconfort, c'est de les faire cuire, nos fruits et nos légumes. Fait qu'on continue à en consommer, mais plutôt que les manger crus, où là, la fibre va être vraiment dure, on va les consommer plutôt cuits. Nos légumes, ça se cuit bien, puis le fait de les ramollir, ça va permettre de continuer à en manger sans que ça crée des ballonnements, etc. Pour nos fruits, peut-être d'y aller plus avec les fruits en conserve. Je sais que c'est pas mal l'inverse de ce que je vous disais tantôt, mais dans ces moments-là, on y va avec ce qui marche. Donc, les fruits en conserve, ça va être mieux toléré. Par rapport à nos produits céréaliers, là, on va vous dire plus d'y aller avec les produits qui sont raffinés. Encore une fois, c'est l'inverse de ce que je vous disais tantôt, mais là, c'est des contextes différents. Donc, on évite tout ce qui est notre pain qui est brun, notre pain qui est multigrain. On y va plus avec du pain blanc, des pâtes blanches, du riz blanc. Ça va nous permettre de continuer à manger des produits céréaliers, continuer à manger des fruits et des légumes. Puis, pour tout ce qui est protéines, là, on va se tourner plus vers la viande, le poulet. Puis le poisson, même si peut-être on a moins l'habitude d'en manger. Puis, je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question. Si tu voulais que je donne plus d'informations par rapport à ça? Non, je pense que tu as très bien répondu, Célia, à la question comme telle. De toute façon, évidemment, là, vous pouvez toujours m'envoyer les questions. Je vous donnerai mon adresse courriel à la toute fin et on pourra compléter après le webinaire au cours de la prochaine journée. Je vais passer tout de suite à la deuxième question. On a parlé ici de radiothérapie, mais on sait que les traitements de radiothérapie peuvent également donner certains effets secondaires qui peuvent survenir soit durant le traitement, après le traitement, voire des fois quelques semaines, mois ou années après le traitement. Puis ici, on parle de diarrhée. Alors, la question qui est posée, c'est est-ce que vous avez des conseils pour qu'on puisse ou pour que je puisse, ça vient d'un homme, pour que je puisse vraiment gérer ce type d'effet secondaire-là? Je vais répondre encore à la question, vu que je suis plus spécialisée en radiothérapie que Stéphanie. Ça va un peu être comme ce que je disais tantôt. Si on a de la diarrhée, ça va vraiment être, encore une fois, d'aller limiter nos fibres, donc avec les recommandations que je donnais tout à l'heure. Ce que je n'ai pas mentionné aussi, c'est que souvent, avec la diarrhée, il y a beaucoup une question de tolérance de chacun et de quantité. Donc, c'est beaucoup, quand on recommence à être après nos traitements puis qu'on veut voir, c'est d'aller faire des essais. Peut-être que les aliments qui nous donnaient de la diarrhée, qui nous donnaient des ballonnements, on peut essayer de les réintégrer progressivement. Puis le mot progressif est vraiment important. On ne va pas vous dire de retourner d'un coup à votre alimentation habituelle. C'est vraiment de recommencer à faire des petits essais avec les aliments qui étaient moins bien tolérés. Fait que peut-être qu'on va réessayer d'augmenter un petit peu les légumineuses, puis là, on va y aller avec une petite quantité. Si c'est bien toléré, peut-être que la fois d'après, le repas d'après, la journée d'après, on va augmenter un petit peu la quantité. Puis on va vraiment y aller en augmentant progressivement. Puis ça se peut aussi que les légumineuses ne soient pas tolérées, mais par contre que le fruit ou le légume avec la pleure, elle, soit tolérée. Donc, c'est vraiment d'aller faire des essais après nos traitements de façon progressive puis en petite quantité. Puis on essaye, on fait des essais, on fait des erreurs, ça ne marche pas, on arrête, on essaye avec un autre aliment, puis on va continuer à essayer. Ça se peut qu'en y allant progressivement, au fur et à mesure, vous tolériez ça de plus en plus. Ça se peut, par contre, qu'il y ait certains aliments que ça soit à vie que vous ne tolériez pas.
Puis ceux-là, ben, c'est pas hésiter à les réessayer tout au cours de sa vie, mais si on voit qu'au bout de plusieurs années, ça marche pas, ben, peut-être qu'on peut les mettre de côté. On pourra quand même réessayer plusieurs années, mais c'est surtout de pas hésiter à essayer, à continuer à essayer au fur et à mesure. Puis comme je vous disais, il y a aussi la notion de quantité. Peut-être qu'une salade de légumineuses, vous n'allez pas la tolérer. Peut-être qu'un chili avec un petit peu de légumineuses puis un petit peu de viande, ben, ça va être correct parce que la quantité de légumineuses, elle va être pas assez pour vous donner des symptômes. Donc, on va vraiment faire beaucoup d'essais pour voir votre tolérance puis la quantité que vous êtes capable de tolérer. Merci Célia. Il nous reste pas grand temps, 5 minutes, puis j'ai encore quand même quelques questions là. Alors, à l'inverse de la diarrhée, il y a la constipation. Est-ce qu'il y a des aliments en particulier, un ou deux aliments qu'on pourrait intégrer dans notre diète de tous les jours pour faciliter justement l'évacuation? Ça, c'est une question qui touche plus les patients qui sont sous hormonothérapie et évidemment les patients qui viennent de subir une chirurgie souvent ont un problème de constipation. Mais comme Célia a un peu dit durant la présentation, on veut viser les fibres surtout pour nous aider à aller aux toilettes. Donc, des aliments, là, rapidement, tout ce qui est grains entiers, graines de chia, les noix, les légumes. Donc, de manger des fibres en abondance. Puis, ce qui est important également, là, c'est de s'hydrater. Donc, en fait, si on mange trop de fibres et on ne s'hydrate pas, ça pourrait avoir l'effet inverse. Donc, hydratez-vous comme il faut, puis restez actif aussi. C'est vraiment les trois conseils qu'on donne pour la constipation, de manger assez de fibres, de faire de l'exercice, puis de s'hydrater. Puis c'est sûr que parfois, on peut juste essayer d'ajouter un petit peu de pruneau ou de jus de pruneau. Parfois, ça peut aider un petit peu également. Parfait, merci beaucoup. Une autre question, est-ce que vous recommandez la prise de capsules probiotiques durant un traitement? Ben c'est sûr que si vous faites de la chimiothérapie, c'est contre-indiqué d'aller prendre des probiotiques. Pendant les traitements de radiothérapie ou d'hormonothérapie, je vous dirais que c'est pas forcément contre-indiqué, mais souvent, on va plus les recommander après les traitements. Justement, quand on a de la diarrhée, ça peut aider d'aller prendre des probiotiques après les traitements, mais pendant la chimiothérapie, c'est vraiment déconseillé. Pendant la radiothérapie, ben, ça peut être pris sans problème. Merci. Autre question. Qu'est-ce que vous pensez de l'eau gazifiée? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut intégrer sur une base régulière dans notre régime? Moi, je pense que oui, effectivement, il n'y aurait aucun problème. La seule contre-indication, c'est si jamais vous avez tendance à avoir beaucoup de ballonnement de gaz, bien là, on va suggérer d'éviter tout ce qui est l'eau gazéfiée. Mais autrement, l'eau gazéfiée est pas mal égale à de l'eau, là. OK, merci beaucoup. J'avais une autre question. Avec les graines, en fait, là, je répète vraiment la question telle qu'elle a été écrite. Avec les graines, est-ce qu'il y a un risque de verticulite? Peut-être que la personne voulait dire de diverticulite. Oui. Ouais. Normalement, si la personne a ce qu'on appelle la diverticulose, qui est la maladie, si on veut, dormante de la diverticulite, en fait, on recommande de manger progressivement plus de fibres. Ça diminue en fait le risque de faire une diverticulite. Donc, oui, on recommanderait des graines à ce moment-là ou d'autres aliments riches en fibres. Par contre, c'est sûr que si la personne est en phase active de diverticulite, ben là, il faudrait temporairement diminuer les fibres à ce moment-là. Puis les réincorporer ensuite. OK, parfait. Alors, il y a une dernière question. La dernière question, c'est une personne qui est sous hormonothérapie et qui voulait savoir s'il pouvait aller chercher toute la vitamine D nécessaire par le biais d'aliments seulement et ne pas être obligé de prendre un supplément. C'est sûr que c'est dur à répondre à cette question-là comme ça, parce que ça va vraiment beaucoup varier de la personne, de son âge, de peut-être ses risques, de son traitement, puis surtout de son alimentation. C'est sûr que d'emblée, on ne recommande pas forcément d'aller ajouter des suppléments. Par contre, parfois, c'est aussi d'aller demander aux médecins. Il y a certains médecins qui préfèrent donner d'emblée avec de l'hormonothérapie de la vitamine D. Mais c'est sûr que ça va être dur de vous répondre comme ça spécifiquement parce que ça prendrait plus une évaluation générale. Puis je ne sais pas si tu voudrais ajouter quelque chose là-dessus, Marie-Christine. Et moi, je crois que lorsqu'on parle d'hormonothérapie, bien souvent, les hommes vont recevoir une prescription de calcium et de vitamine D. Si pour une raison quelconque, vous avez de la difficulté à
prendre ce supplément-là qui vous a été prescrit par votre urologue ou votre radio-oncologue, à ce moment-là, de lui en parler, d'en parler à votre pharmacien. Et je crois que, comme l'a mentionné Célia et Stéphanie, à travers la présentation, c'est sûr que ce qui est privilégié, ce sont les aliments d'abord et avant tout. Mais à partir du moment que votre médecin traitant vous prescrit un supplément quelconque et que vous avez des questions, des préoccupations, c'est mieux de l'adresser directement, évidemment, avec votre médecin. Moi, ce que j'aimerais ajouter, ça a été dit dès le départ aussi, c'est qu'à partir du moment que vous débutez un traitement et que vous avez des préoccupations par rapport à justement une nutrition ou un régime à suivre, ou si vous débutez un traitement d'hormonothérapie, que vous voyez que vous êtes en train là, d'avoir une prise de poids, je crois qu'il ne faudrait pas, mais vraiment pas hésiter à demander une rencontre avec justement une nutritionniste et de le dire. Ça ne sera pas nécessairement offert automatiquement par votre médecin. Il y a certains centres hospitaliers qui vont le faire, il y en a d'autres qui ne le feront pas. Mais je pense qu'à travers la présentation, on a compris que, en quelque part, là, c'était définitivement gagnant-gagnant pour tout le monde quand on avait l'opportunité de s'asseoir avec une nutritionniste. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Célia et Stéphanie, parce que je vais vous laisser le mot de la fin. Il nous reste une petite minute. Ben, moi, je suis bien d'accord avec toi, Marie-Christine. J'allais justement le dire que j'étais vraiment d'accord avec toi. C'est de ne pas hésiter quand vous avez des questions, quand ça va moins bien ou n'importe quoi. N'hésitez pas à demander une référence en nutrition. Puis c'est ça, pas tous les centres hospitaliers le proposent. Puis il y en a souvent, on est toujours là, les nutritionnistes, mais parfois ça prend une demande pour venir nous voir. Très bien. Alors, Stéphanie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter? Non, je suis aussi tout à fait d'accord. N'hésitez surtout pas à nous consulter. Là, on est là pour ça. Bon, alors, on va clore le webinaire. J'aimerais vous remercier infiniment, Célia et Stéphanie. C'était très intéressant. Toutes questions additionnelles, vous pouvez les envoyer à info@procure.ca. On va vous tenir au courant des prochains événements. Évidemment, en regard de la pandémie, bien, il y a des dates qui changent. Mais inquiétez-vous pas, vous pouvez toujours visiter notre site web procure.ca pour savoir quelles sont les prochaines activités en termes de webinaires, en termes de conférences. Merci infiniment d'avoir été parmi nous. Très, très, très apprécié. On vous laisse là-dessus. Suivez les consignes du gouvernement. Prenez soin de vous. Bon courage et à la prochaine. Merci.